Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, la démocratie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, très peu présente dans ces régions comparée à d'autres continents. La plupart d'entre elles sont apparues à la fin des années 80, à l'exception d'Israël, dès 1948. Les démocraties sont très hétérogènes dans leur fonctionnement, empêchant toute forme de traitement sous l'angle d'un éventuel modèle régional. Donc, on va faire deux études de cas avec Israël et la Tunisie, et ça va faire une belle vidéo. Alors, c'est parti. Créée en 1948, en même temps que Israël, cette démocratie parlementaire est inspirée des Britanniques, avec l'absence de constitution écrite, et d'une part liée à l'opposition d'un parti religieux face à la Torah, et d'autre part d'une volonté de ne pas limiter la supériorité de la souveraineté du Parlement. Seules quelques lois fondamentales sont adoptées concernant les libertés publiques et l'organisation du pouvoir. Ça s'inspire de l'organisation sioniste mondiale créée en 1897. Alors l'architecture institutionnelle et de la vie politique, c'est un régime parlementaire avec un chef d'État, un président qui est élu par le Parlement et qui dispose que de pouvoirs symboliques, ainsi d'un gouvernement responsable devant le Parlement. Le Premier ministre est un ministre issu du Parlement et conservant leur siège au pouvoir législatif qui appartient au Knesset, composé de 120 membres élus au suffrage universel direct tous les 4 ans. En dehors de l'adoption des lois et du budget, le Knesset dispose d'un pouvoir de contrôle sur le gouvernement. Elle peut également renverser par une motion de censure. Il y a des élections régulières avec une compétition politique ouverte, un multipartisme et favorise l'utilisation du scrutin proportionnel. Il y a des divisions internes à la société israélienne, religieuse et communautaire, l'élection des membres du Knesset est au scrutin proportionnel quasi intégral avec un seuil de représentation très bas qui va favoriser la multiplication des partis politiques. On en a une vingtaine aujourd'hui. L'augmentation régulière du seuil de représentativité, 1% en 49, 1,5 en 92, 2% en 2006, 3,25 en 2014, vise toutefois à enrayer ce phénomène en limitant le nombre de partis présents au Knesset, et notamment les petits partis arabes, pour permettre un gouvernement plus stable. C'est des gouvernements de coalition souvent précaires. Jusqu'au milieu des années 70, la vie politique est dominée par le Mapai, parti ouvrier d'Eretz Israël, fondé en 1930, puis par le Parti travailliste, parti social-démocrate, membre de l'Internationale socialiste, fondé en 1968. Cette omniprésence n'empêche pas une instabilité gouvernementale qui se prolonge après la première alternance en 1977 avec la victoire du Likoud et qui conduit à un nombre plus important d'élections anticipées et d'alternances. Bien que toujours instable, la vie politique est dominée par le Likoud à partir du milieu des années 90. Il y a une droitisation de la société israélienne autour de deux principaux partis politiques du gouvernement, le Parti travailliste et le Likoud, qui gravitent avec plusieurs partis qui permettent de former les coalitions. À l'extrême droite, il y a la formation religieuse ultra-orthodoxe juive, askénaze ou séfarade. À gauche du Parti travailliste, il y a le bloc arabe comportant plusieurs partis composés d'islamistes, de nationalistes et de palestiniens. Le gouvernement de coalition ont pour effet de diminuer l'autorité du Premier ministre, réduit au rang d'arbitre avec un programme d'action limité par les compromis entre les forces politiques. Pour y remédier, il va y avoir d'importantes réformes en 1992 et appliquées en 1996, l'élection du Premier ministre au suffrage universel direct. Mais paradoxalement, ces dispositions et l'augmentation de la fragmentation politique du Knesset, dont les élections se déroulent en parallèle, vont faire que la réforme va être abandonnée en 2001. Israël est rentré dans une crise politique de longue durée depuis le déclenchement d'élections anticipées à la fin de l'année 2018, l'éclatement de coalitions autour du Likoud en 2018 et des différentes formations d'une nouvelle alliance concernant un projet de législation obligeant les hommes ultra-orthodoxes à faire le service militaire alors qu'ils étaient, avec une exception, depuis le début. La démocratie israélienne s'appuie sur une participation électorale qui a longtemps avoisiné les 80%. Elle a baissé au début des années 2000 et aujourd'hui on est vers 65%. Les partis politiques israéliens subissent une désaffection en termes d'adhérents. Il y a une désaffection partisane et partiellement composée par un engagement militant dans des secteurs associatifs. Par exemple, à l'été 2011, Israël a connu un mouvement de contestation sociale historique avec une mobilisation de plusieurs centaines de milliers de personnes critiquant l'enrichissement des élites et les fortes inégalités sociales. Il y a un défi identitaire, juridique et sécuritaire. La démocratie israélienne est enfin définie dans un cadre comme juif. Cette caractéristique de l'État d'Israël contredit la conception universaliste de la citoyenneté. Il y a même une notion de démocratie ethnique avec la primauté accordée aux juifs. Et toutefois, c'est toujours source de débat. Mais il y a un autre élément qu'on ne peut pas nier, c'est une démocratie en guerre, avec un état d'urgence permanent. Il y a une Cour suprême qui tente de préserver les libertés malgré cet état d'urgence. Elle développe notamment une jurisprudence favorable aux couples homosexuels et s'inquiète régulièrement des discriminations dont sont victimes les citoyens arabes au nom des principes d'égalité et de non-discrimination raciale.
Expérience démocratique dans le monde arabe. Les régimes politiques du monde arabe sont tous autoritaires à l'exception de la Tunisie. C'est très varié. Des monarchies pétrolières absolues, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, des monarchies constitutionnelles, Maroc, Jordanie, des sultanats comme Oman, des républiques autoritaires pluralistes comme l'Égypte et l'Algérie, des régimes fragmentés, Irak, Yémen, Liban. Un multipartisme existe dans certains d'entre eux, Algérie, Maroc, Égypte, Jordanie, avec des tenues régulières d'élections pluralistes, mais ces élections sont synonymes d'aucune incertitude pour les dirigeants en place, qui ne sont donc pas soumis au risque de l'alternance politique. Cette constatation permet de s'interroger sur d'éventuelles exceptions d'un monde arabe qui se tiendrait à l'écart des différentes vagues de démocratisation. Les raisons invoquées peuvent être culturelles ou religieuses. L'islam, l'abandon de prérequis sociaux ou économiques. Dans plusieurs États du monde arabe, et notamment en Afrique du Nord, les processus de libéralisation politique ont lieu dès la fin des années 80 et ont donné une nouvelle légitimité au régime autoritaire. Cette libéralisation a permis de développer des démocraties de façade ou des élections régulières organisées sans véritable compétition politique. Alors, le printemps arabe 2010-2011, c'est un mouvement populaire de contestation qui se déroule dans plusieurs pays du Maghreb et qui ont relancé les débats sur la démocratisation. Constatant l'autorité et la légitimité des gouvernements en place, ces révoltes ont permis que certains soient contraints de quitter le pouvoir, témoignant d'une participation citoyenne active et critiquant la concentration des pouvoirs et l'usage de l'arbitraire. Elles peuvent, à ce titre, être considérées comme des facteurs de démocratisation, mais elles débouchent pas nécessairement sur des régimes démocratiques. Parmi les pays ayant expérimenté un soulèvement populaire de grande envergure, la Tunisie apparaît comme la plus engagée dans une transition démocratique depuis la révolution de Jasmin de 2010 à 2011. Une nouvelle constitution est adoptée avec des élections législatives et des présidentielles organisées. Une constitution instaure un régime semi-présidentiel calqué sur l'architecture institutionnelle du régime de la 5e République en France, avec un président élu au suffrage universel direct et un gouvernement dirigé par un premier ministre et responsable devant un parlement devenu unicaméral, l'Assemblée des représentants du peuple. Le scrutin est proportionnel, 217 sièges ainsi pourvus tous les 5 ans, au scrutin proportionnel plurinomal, à liste bloquée dans 27 circonscriptions électorales de 4 à 10 sièges en Tunisie même, totalisant 199 sièges et 6 circonscriptions pour les Tunisiens étrangers. La nouvelle constitution consacre également de nombreux droits et libertés, dont le bannissement des tortures, l'égalité des sexes ou le droit à l'information. Le caractère civil de l'État est consacré, la liberté de conscience et de croyance est reconnue et la primauté du droit est stipulée, même si la constitution évoque l'islam et le sacré. L'élection de 2014 garantit la compétition et le pluralisme politique est une procédure électorale globalement respectée. La vie politique tunisienne est par ailleurs marquée par l'existence de partis politiques faiblement institutionnalisés qui ressemblent à des clubs personnalisés en dehors de quelques partis, tels que l'Ennahda, le parti vainqueur des élections de 2014, et le Nida Tournée, et ainsi un parti attrape-tout qui regroupe des militants de différents bords politiques. L'année 2019 marque une nouvelle étape de transformation politique avec la victoire d'un outsider, Kais Saïd, avec 73% des voix. Les élections législatives se déroulent le 6 octobre 2019. On connaît un parlement fragmenté et un fort renouvellement disposant d'une faible légitimité avec simplement 42% de la participation électorale. En conclusion, la démocratie au Moyen-Orient et dans le monde arabe, c'est quelque chose de très complexe. Surtout si on étudie les deux cas les plus symptomatiques qui sont Israël et la Tunisie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!